Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce que j'anime maintenant depuis de nombreuses années, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants qui viennent me raconter leurs aventures, leurs bonnes pratiques, leurs apprentissages pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, cofondateur et directeur général de Cosa, cabinet de conseil en strat digital, avec une mission très simple, aider les marques à bien se raconter pour mieux vendre à travers du branding, de l'activation et du e-commerce. Vous pouvez nous trouver sur justcosa.com. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Alibert, qui est avec Audrey Smolak. J'avais pas vérifié la prononciation. Audrey Smolak, le cofondateur de French Mush, que vous trouvez sur French Mush, M-U-S-H, comme le début de Mushroom, et vous l'aurez compris. French Mush, c'est une jeune marque française, donc créée en 2023, mais qui commence à déployer en 2024, début 2024, qui fabrique des compléments alimentaires à base de champignons médicinaux et adaptogène. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais tu vas m'expliquer dans un instant. 100% bio, traçable, produit en France, testé en labo et qui explose. C'est de l'hypercroissance, un x3 en l'espace depuis le lancement, l'espace d'un an, et pas mal d'enjeux dont tu vas nous parler. Salut Antoine. Salut. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Je t'en prie. Merci à Paul-Louis Bénard de Payplug qui a permis cette mise en relation. Il en permet beaucoup d'ailleurs. Paul-Louis, on le salue, on le remercie. On va parler d'un pivot, puisqu'avant avant French Mush, il y avait une boîte qui s'appelait Tilio, dont tu vas nous parler, dans l'univers du CBD, où vous avez appris pas mal de choses. Tu as aussi appris que tu avais un tampon quelque part sur le sujet du CBD qui peut être un enjeu pour lever de l'argent ou en tout cas emprunter auprès des banques. On va parler du marché, qui est un marché sur lequel tu fais de l'évangélisation, de l'éducation, parce que c'est un marché nouveau, vous êtes pionnier. Aujourd'hui, vous avez une part de marché de... 15% de part de marché. Et vous êtes leader. On est leader, tout à fait. Vous êtes leader, donc on en parlera. On parlera du modèle d'abonnement. Pour que ça marche, il faut aller jusqu'au bout, c'est ce que tu m'as dit. On parlera de réglementation, de sourcing, et puis de distribution. Vous vendez aujourd'hui dans plus de 2500 points de vente. Ouais, à l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Et 1500 en France. 1500 en France, dont plus de 500 pharmacies. Dont, je pense, d'ici la fin de l'année, ce sera 1000 pharmacies. 1000 pharmacies. Avec des enjeux intéressants. On sort du Black Friday, tu me raconteras comment ça s'est passé et comment justement tu alimentes, en tout cas tu communiques avec tes distributeurs sur le sujet. On parlera un peu d'international et ça nous fait déjà un beau sujet. Mais tu disais en intro, et je trouvais ça intéressant. Je l'ai noté, ça s'est effacé. Non, je te demandais les raisons, les apprentissages qui t'avaient permis de croître si vite dans un marché sur lequel vous êtes pionnier. Et tu me parlais de l'excellence opérationnelle et qu'en fait, ça sert à rien d'appuyer sur le champignon, d'appuyer sur le bouton méta tant que tu n'es pas au top au niveau du service client, de la logistique, ainsi de suite. Ouais, totalement. C'est ça. En fait, il faut pouvoir... nous, dans notre cas, on fait des compléments alimentaires à base de champignons. Et donc, pour pouvoir faire un complément alimentaire à base de champignons, en fait, il faut le cultiver, le sécher, l'extraire, le mettre en gélule. Et vraiment, là, je résume. Il y a beaucoup plus d'étapes. Ensuite, il faut pouvoir l'expédier. Si jamais il y a un problème, il faut pouvoir répondre aux clients. Et en fait, il y a tout un écosystème à créer où si jamais tu n'es pas bon, en fait, le client, potentiellement, il va pas recommander. Soit parce que ton produit il est pas bon, soit parce que il y a eu un problème de livraison, soit parce que tu n'as pas répondu à ces questions, etc. etc. Donc nous aujourd'hui, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui sans la directrice des opérations qu'on a débauchée dès décembre 2023, parce que du coup dans les apprentissages que j'ai eu par rapport à Tilio, qui était C'était quoi Tilio ? Tilio, c'est une boîte spécialisée dans les compléments alimentaires à base de CBD. Et donc très belle marque, on cultivait et on extrayait du CBD. Vous cultiviez en France. vous-même ? Ouais, on avait une serre avec un partenaire justement dans le nord de la France. D'ailleurs c'est totalement anecdotique, mais en gros on a été la première marque à cultiver et extraire sur le territoire français, ce qui s'avérait être totalement illégal d'ailleurs. Et donc on a dû arrêter. Mais voilà, donc donc ce côté un peu français, essayer de faire des choses en France ou en Europe si on n'y arrive pas, ça c'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur et qui me tient à cœur. Et du coup ce que j'ai appris avec Tilio, c'est que moi dans les opérations je suis pas forcément le meilleur.
parce que forcément, en fait, quand tu es dans les opérations, il faut que tu fasses que des opérations. Tu peux pas être commercial, tu peux pas faire le marketing, tu peux pas faire des pubs, faut choisir en fait ce que tu fais. Et donc en effet, ça c'est vraiment le premier apprentissage que j'ai retenu de Tilio, qui n'existe plus, qui est aujourd'hui totalement liquidé. Et donc dès décembre 2023, on a débauché un peu par hasard une pépite qui est une ancienne ingénieure reconvertie à la finance et aux opérations. Alors là, c'est ingénieur pépite. reconverti finance OP. Okay. C'est l'inverse de moi. Et donc c'est parfait. Et donc ce qui nous a permis en fait de vraiment être excellent en opération, en production, en réglementaire. Et d'ailleurs très souvent en fait aujourd'hui nous on est vraiment beaucoup distribué donc à l'export dans d'autres pays. Et on passe beaucoup par des distributeurs. Et les distributeurs nous disent on n'a jamais vu une boîte aussi jeune, aussi carrée sur la documentation, sur la production, sur les lots, sur les étiquettes, etc. Et ça, je pense que c'est franchement peut-être s'il y avait qu'une seule chose qui a permis de grossir aussi vite et d'avoir la réputation qu'on a aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est quoi votre réputation ? D'être carré, justement ? D'être hyper carré, ouais. Okay. Ouais, d'être vraiment très, très carré sur le produit et le cadre réglementaire qui est très particulier, en fait, sur les champignons. Allons-y. Ouais. C'est quoi un champignon adaptogène ? Ouais, alors du coup, donc d'ailleurs, le terme champignon adaptogène, moi, je déteste ce terme. Je l'utilise pas, ou je l'utilisais pas, mais vu qu'il y a eu du matraquage marketing, notamment... on va dire nos concurrents ou du marché global en Europe, je commence à l'utiliser un peu plus. Moi, je préfère le terme champignon médicinal. Et un champignon médicinal, c'est quoi ? En fait, dans le monde, tu as des millions de champignons. Parmi ces millions, tu en as 120 000 qui ont un nom. Donc, c'est-à-dire que le reste n'a même pas de nom. Et parmi ces 120 000, tu en as 12 qui sont considérés comme médicinaux. Donc, ça fait 0,004% de tous les champignons. Donc, c'est vraiment le club le plus exclusif de la nature. Et en fait, le point commun entre tous ces champignons, c'est qu'ils sont concentrés en bêta-glucane et en d'autres molécules actives très spécifiques à chaque champignon. Et donc, ces champignons... C'est quoi le bêta-glucane ? Alors, les bêta-glucanes, en fait, c'est des molécules qui vont avoir un effet sur l'immunité, la digestion, la vitalité, qu'on peut retrouver justement concentrées dans les champignons. Et après, chaque champignon va avoir un effet différent. Tu vois, nous, par exemple, notre spécialité, c'est le champignon Lion's Mane, qui est un champignon pour la concentration, mais tu en as pour le sommeil, tu en as pour l'énergie, pour la digestion. Donc, il y a vraiment plein de cas d'usage. On appelle ça la mycothérapie, et c'est la base de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, nous, on est venu justement moderniser cette approche en cultivant justement les champignons en France et en Finlande, et en procédant à des extractions très modernes, qui est à la frontière même de la biotechnologie. C'est même de la biotechnologie. En fait, on fait des extractions aux ultrasons qui permettent en fait de rendre assimilables les molécules des champignons dans notre corps. Et donc aujourd'hui, en fait, imaginons tu prends un champignon médicinal et tu le mords, tu vas avoir aucun effet parce que les molécules à l'intérieur, les bêta-glucanes et d'autres molécules ne sont pas assimilables dans notre corps. Donc nous, on vient briser ces molécules via une extraction aux ultrasons et ça permet d'avoir 92% de biodisponibilité, d'avoir un vrai effet. La biodisponibilité, c'est la manière dont une molécule peut rentrer dans le... C'est ça, ouais, exactement. Et en gros... imaginons tu manges un champignon, même séché, tu vas avoir 5% tu vois, de biodisponibilité, donc pas très intéressant. Et donc voilà, nous c'est le taf qu'on fait, et après nous on vend ça sous forme de gélules, sous forme de poudre, sous forme de boissons, sous forme de gummies, plein de possibilités. Les champignons, moi je les mange. Ouais. Mais surtout, je sais qu'il faut... Enfin, tu vois, c'est un sujet qui peut être compliqué parfois. La réglementation doit être sacrément stricte sur le sujet. Alors, elle est... alors, stricte, je sais pas, mais il y a des règles très définies. Et en effet, un nouveau entrant ou un amateur va pas forcément les connaître. C'est vraiment en fait des subtilités sur certaines parties du champignon qui peuvent être utilisées, parce qu'en fait, dans le champignon, tu as ce qu'on appelle le fruiting body, donc la partie haute du champignon avec le chapeau. Fruiting ? Ouais. Fruiting, okay. Le corps fructifié du champignon. Et après, tu as le mycélium. Donc, c'est tout ce qui va être les racines du champignon, en quelque sorte. Et donc, en fait, il y a parfois, en fonction du champignon, il y a le mycélium qui est autorisé. Parfois, c'est le corps fructifié qui est autorisé. Après, il y a des types d'extraction qui sont
interdits aussi et d'autres qui sont autorisés. Et donc la nôtre, justement, on est venu la breveter justement avec notre partenaire et on est venu la faire autoriser au sein de l'Union européenne auprès de l'EFSA. EFSA, c'est un peu ceux qui décident de ce qui est autorisé ou pas. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à... Sur la méthode, hein, c'est ça? Ouais, sur la méthode. Mais les champignons en eux-mêmes, tu t'inventes rien, ils étaient déjà ils étaient protégés, enfin déposés, autorisés ou non Alors ouais, en fonction de quelle partie et quelle méthode d'extraction est utilisée. Mais tout ça, en fait, c'est pas vraiment public, donc il faut quand même s'y connaître un peu. Creuser un peu. Ouais, il faut creuser un peu. Ouais, ou payer un cabinet 40 000 euros qui te fait ça, quoi. C'est ce que vous avez fait? Alors non, on n'a pas fait ça, mais récemment, on a fait payer 40 000 euros à une entreprise qui était intéressée par ça, donc on a fait OK, vas-y. C'est toujours bon à prendre. Ouais, ok, vous avez vendu la connaissance, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ouais. compris. Avec le recul, tu n'aurais pas préféré passer par un cabinet pour aller plus vite? Non. C'est aussi une méthode d'apprentissage de le faire par toi-même. Bah en fait, exactement. En fait, moi justement, au moins je sais exactement ce qui est possible de faire ou pas. Et c'est un travail que j'ai fait moi, que j'ai aimé faire en fait, finalement. En fait, moi, mon travail avant vraiment de commencer à produire, commercialiser, ça a toujours été moi, je suis un grand fan en fait de choses, hein, de cannabis et champignons. C'est vraiment deux sujets qui m'ont toujours passionné depuis que j'ai 15 ans. Et donc, moi, mon objectif, ça a toujours été de comment je fais le meilleur complément alimentaire à base de CBD. Donc, ça, je le faisais avant, même si ça n'a pas marché. Et comment je fais le meilleur complément alimentaire à base de champignons. Et donc, forcément, dans ce cheminement, le meilleur, c'est bien sûr les effets, mais c'est aussi celui qui est le plus réglementé, celui qui respecte les règles. Parce que du coup aussi un des apprentissages que j'ai pu voir avec Tilio, donc le projet CBD avant, c'est que la zone grise est dangereuse et en fait la zone grise quand il reste trop longtemps souvent ça se transforme en noir et t'es out, quoi. Genre, et donc c'est ce qui s'est passé avec d'ailleurs tout le marché du CBD, hein, finalement. Tout le marché du CBD qui se casse le problème du marché du CBD, c'est qu'il n'y a jamais eu un cadre réglementaire clair. Le CBD a toujours été en fait considéré comme un aliment novel food par l'EFSA. Donc, novel food? Ouais, novel food, c'est tous les aliments qui n'existaient pas avant 1997 sont considérés comme des novel food. Et donc, c'est notamment l'EFSA, justement, qui décide de ça. Et en fait, le CBD a toujours été considéré comme un novel food. Et donc, un produit qui est novel food ne peut pas être considéré comme un complément alimentaire. Un produit qui n'est pas considéré comme un complément alimentaire ne peut pas être vendu, typiquement, en pharmacie, ou ne peut pas être vendu en retail de façon générale, voire même en digital. Si un acteur devient un peu trop gros, il se fera épingler et il y a des acteurs qui se sont fait épingler. Donc en fait, bien sûr, moi j'ai toujours été dans le déni quand j'étais dans le CBD, mais en réalité, t'as pas le droit de vendre du CBD, malheureusement, parce que c'est incroyable, c'est des actifs qui sont incroyables et c'est vraiment dommage. Mais en fait, t'as pas le droit. Raconte-moi la fin de Tilio et du coup, peut-être l'eureka de je vais me lancer dans le champignon, qui est un marché pas plus facile, j'imagine, que le CBD à ce moment-là. En fait, nous, dans notre business plan, on a toujours eu les champignons. Vraiment, c'était toujours prévu. Après, c'était pas prévu de le faire sous une nouvelle marque. Et la fin de Tilio, en fait, ça a été, ça a commencé à décroître, ça a commencé à être de plus en plus dur à faire du chiffre d'affaires. On voyait une rétraction du marché et de notre entreprise. On faisait, je crois, à ce moment-là, on faisait entre 500 000 et 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est correct. Mais on n'était pas non plus très rentable, en réalité, voire même pas du tout. Maintenant que j'ai une connaissance plus approfondie de ce que c'est réellement sortir de l'EBITDA, ce genre de choses. Donc ouais, je pense qu'on n'était pas rentable, en fait. Et non, et après, en fait, il y a eu un élément déclencheur. En réalité, je l'ai jamais raconté, ça. C'est que... Génial, une exclue, allons-y. Ouais, j'étais censé passer dans Qui veut être mon associé pour le projet French Mush. C'était un énorme coup de poker. En fait, au début, j'avais les deux marques. Je dis, ce qui est une connerie, puisque d'un point de vue charge mentale, c'est horrible. Donc, j'avais deux marques. Et j'étais censé passer dans Qui veut être mon associé pour French Mush. Et on était censé même lancer French Mush dans Qui veut être mon associé. Énorme coup de poker. En réalité, je t'épargne les détails, etc. Mais bon, c'était tout un truc, tout un coup de poker qui avait marché. Et finalement, 2-3 semaines avant de passer, on m'appelle
Et on me dit, ouais, en fait, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Et ce qui a posé problème, c'est le CBD. C'est le fait que je sois un entrepreneur du CBD. Et du coup, il y a. Et qu'en prime time sur M6, en émission familiale, on va pas mettre un vendeur de. Et après, de bœufs, quoi. Et après aussi, un de mes investisseurs m'a dit que à ce moment-là, il y avait de la pub pour une grosse marketplace de CBD pendant M6. Enfin, du coup, c'est la prod d'M6. Enfin, bref. Et franchement, et ce truc, ça a été. Alors, bizarrement, c'est là où je me suis rendu compte que d'ailleurs, j'étais capable de prendre pas mal de claques dans la gueule et de continuer. Parce que finalement, en même pas 3 heures, j'étais ok, bon, tu sais quoi, ciao, bonsoir, c'est pas grave. Mais par contre, je me suis dit, le CBD, c'est fini. Genre vraiment, j'arrête parce que c'est en train de me mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est le cas avec les banques. Ce qui est le cas aussi avec les banques aujourd'hui. Ouais. Ouais, exactement. Même aujourd'hui encore, moi, je sais pas ce qui se passe. J'ai mon nom qui est fiché auprès des banques et c'est très compliqué d'emprunter de l'argent alors que tu sors des chiffres impressionnants pour les banquiers, etc. Au point même où ils se disent, où ils te font des contrôles pour voir, où ils t'auditent pour voir ce que tu fais est légal ou pas, tu vois. Et finalement, ils veulent pas te prêter d'argent, quoi, parce que t'es Antoine Alibert et c'est, je sais pas, il y a des cases comme ça, cannabis, CBD, je sais pas. C'est intéressant, c'est bon à savoir. La deuxième partie de ta réponse est intéressante. C'est vraiment aussi un problème de riche. Vos chiffres sont trop beaux, on n'y croit pas. Faites voir. Ouais, ouvrez le capot, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. BPI, pareil. Pourquoi French Mush ? Et du coup, French Mush, c'est parce que, en fait, moi, je voulais vraiment, je sentais vraiment une opportunité européenne plus que française. Et donc, il fallait un nom qui s'exporte bien, qui soit clivant et qui représente aussi un peu ce qu'on vend, quoi, de façon très simple. On en parlait un peu en off avant, tu vois, genre Hydratis dans l'hydratation. Voilà, hydratation, c'est un peu évident. Nous, on en parlait en bien. Oui, tout à fait. Un petit coucou. Et après, du coup, il y a mush, tu vois, donc mushroom, même si mush en anglais, ça veut dire bouilli en soi. Et donc mush, French mush. Et après, ça faisait appel aussi au French kiss, tu vois, au French kiss, à la French touch, à la French connection. Donc voilà, c'est un nom qu'on a trouvé très rapidement. Vraiment, ça a duré 2 heures le brainstorming. Le brainstorm avec, je dis une bêtise, Audrey. Ouais, avec Audrey et à ce moment-là avec Diana et Ayman qui étaient nos alternants chez Tilio et qui sont aujourd'hui d'ailleurs en CDI. Ayman qui est du coup un des chargés d'e-commerce et Diana qui est notre product manager, donc, qui ont vu tout, qui ont vu tout le process. French Mush, c'est bien parce que c'est international et aujourd'hui vous faites 40% de votre chiffre à l'international, on en parlera tout à l'heure. On peut raconter l'histoire des levées entre Tilio ou pas ? Ouais, si, non, mais de toute façon, en vrai, ça c'est public, hein, sur Papers, exactement. Mais en plus, maintenant, je suis quelqu'un qui dépose des choses auprès de Papers, tu vois, genre qui fait les choses bien. Non, en fait, moi, j'avais levé pas mal d'argent avec Tilio et j'avais au total, j'ai dû lever 700 000 euros avec Tilio. Et finalement, voilà, je me suis rendu compte que ça allait droit dans le mur, qu'il fallait faire un pivot. Ok, on avait prévu de lancer les champignons, mais en fait, sous le même nom de marque, pour toutes les raisons qu'on a expliquées avant, c'était pas une bonne idée. Et donc, j'ai dû créer une autre structure. Chez les banques, potentiellement la télé. J'ai dû créer une autre structure. Et donc, il restait peut-être 150 000 euros dans les caisses. Et donc, je crée une autre structure et je fais le pivot avec... Donc aujourd'hui, en fait, moi j'ai plein d'investisseurs dans French Mush, mais qui n'ont pas forcément investi dans French Mush, qui ont investi en fait dans ma boîte d'avant. Mais je trouve que l'enseignement qui est intéressant, ce que tu m'expliquais en off, c'est la manière dont tu les fais rentrer dans une nouvelle aventure avec à la fois tu travailles ton karma et en même temps tu demandes un peu d'aide. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Parce qu'en effet, par exemple, quelqu'un qui avait 5% dans Tilio, je lui disais ok, t'as 4% pour le moment. Si tu veux dans la nouvelle structure. Dans la nouvelle structure. Si tu veux les 5%, il va falloir mettre 5 000 euros en plus. Pour ceux qui avaient 7%, si tu veux tes 8%, il va falloir mettre 10 000 euros en plus. Voilà, et il y en a d'ailleurs qu'on refusait de remettre, parce que forcément, c'était... Mais compris quand même leur pourcentage. Ah oui, bien sûr, c'était gratos. Donc gratos. Autant prendre. Ouais. Non, mais je trouve intéressant parce que dans une levée de fonds, il y a des gens qui vous font confiance. Parfois, ça marche pas.
parfois on se plante, et de les réintégrer dans une autre aventure pour qu'ils puissent se refaire, mais avec quand même un petit kicker et une petite incentive. Je trouve ça intelligent, et c'est bien aussi de travailler ta relation avec des gens qui en général pèsent. Mais totalement. Et en fait, c'est hyper important d'avoir une bonne relation avec les investisseurs. Moi, je suis pas forcément d'ailleurs le meilleur d'un point de vue reporting auprès des investisseurs, mais par contre, j'ai toujours été vraiment avoir vraiment une éthique irréprochable avec eux, et vraiment leur faire comprendre que j'abandonnerai jamais, quoi. Que j'ai compris qu'ils ont mis de l'argent dans ma boîte, et que je vais pas abandonner, quoi. Vraiment leur faire comprendre ça. Et il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui sous-estiment ça, tu sais, qui vont peut-être abandonner un peu trop tôt, ou faire des choses, ou tu vois, refaire une levée à l'arrache avec une valo un peu moindre pour des questions de facilité. Il y a quand même et vraiment faire attention à ces investisseurs. Et d'ailleurs, moi, là aussi, un point pour moi qui était important au moment de faire rentrer les investisseurs, c'est est-ce que c'est des gens qui potentiellement seraient capables de remettre, donc d'avoir les moyens financiers de remettre de l'argent. Voilà, même si finalement ils n'ont pas eu à le faire, mais ça aussi, ça faisait partie de mes critères, moi, voilà. Et d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais bien fait investir des potes, mais bon. Vous n'avez pas les moyens de remettre. Ouais, c'est ça. Mais moi, surtout, ça me faisait peur. Ça me faisait peur de faire investir mes potes. Tu rates le lancement, le coup de poker, dont tu te remets en 3 heures avec qui va être mon associé. Ouais. Mais tu te lances du coup début 2024, officiellement sur French Mush. Comment tu te lances ? En fait, on fait une campagne de pré-vente en octobre 2023 qui se passe miraculeusement bien. Une campagne quasiment que organique sur Instagram, TikTok. Des vidéos bien léchées qui expliquent c'est quoi les champignons, qui font des millions de vues. Fin 2023, c'est donc des vraies vidéos. Ouais, c'est ça. Ouais, des vraies vidéos, exactement. Pas en IA. Pardon, pas en IA, parce que du coup, ces mêmes vidéos qui ont buzzé, justement, on les a mis en IA un peu partout en Europe, et on est allé voir justement là où on avait de l'attraction dès les préventes. En fait, donc c'est-à-dire qu'en gros, nous, l'international, on a vraiment pensé dès le début. Et ça, enfin, c'est un peu grâce justement à Ayman, un de mes alternants, qui est un fou de IA, genre ça m'insupportait au début, parce que tu vois, il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas forcément ChatGPT, ce genre de choses. En entreprise, c'était pas forcément la norme, tu vois, genre. Et moi, j'étais même un peu en mode non, mais vas-y, fais tes mails tout seul, c'est quoi ces histoires, etc. Et lui, il a toujours été vraiment hyper pionnier là-dedans. Et c'est lui qui me montre en fait Agen. Et donc en octobre 2023, on buzz en organique sur TikTok, en France, etc. Il me montre Agen. Agen, c'est une intelligence artificielle en fait qui crée un avatar. Et il se trouve que ça marche hyper bien. Et donc on commence à faire ces mêmes contenus en organique, en italien, en allemand, en anglais, en espagnol, en portugais. Vraiment, on fait du polonais aussi. On fait 6-7 langues. Je m'en souviens plus. Et là, on balance justement en organique sur French. On crée le compte Instagram French Mush Italie, French Mush Espagne, French Mush Allemagne, French Mush Pologne. Mais avec du spend quand même. 0 spend, que de l'organique. Sur des nouveaux comptes, que en orga. Ouais, sur des nouveaux comptes. Et on voit justement là où ça prend un tout petit peu. Quand ça prend un petit peu, là, du coup, en effet, on décide de mettre un peu de spend et de rediriger vers la campagne de pré-vente. Que tu as traduit dans les bonnes langues, enfin là où ça prenait. Ouais, exactement. Et en fait, du coup, je m'en rappelle en même temps, parce que du coup, je n'avais pas fait appel à ce souvenir depuis longtemps. Et en fait, la vraie raison pour laquelle on a tenté ce coup aussi, c'est un peu grossier quand j'y repense, c'est qu'en fait, on faisait les préventes en France et en fait, on sentait qu'on allait mettre beaucoup plus de temps que prévu à livrer les gens, que c'était en fait qu'il y avait trop de demandes, que c'était beaucoup plus galère à produire. Parce que en fait, encore une fois, nous on n'importe pas des champignons de Chine. C'est une filière qui n'existait pas. En fait, c'est nous qui avons créé la filière en France et en Europe, des champignons médicinaux. Et donc en fait, on commence à se dire on peut pas tirer en plus en France. Genre vraiment, ça va virer au bad buzz cette histoire. Mais on voulait quand même faire plus. Et du coup, on est allé faire ça à l'étranger.
c'est ça en fait la vraie histoire. Maintenant, en faisant appel à mes souvenirs. Et ouais, et du coup, on a utilisé HeyGen et HeyGen, ça, c'est incroyable. Moi, j'ai un avatar qui parle toutes les langues. Et ça marche. Ça marche bien, HeyGen, c'est assez bluffant. Si en plus on l'utilise avec Eleven Labs qui permet de cloner sa voix, les deux outils, les deux IA fonctionnent bien ensemble. Nous, on a fait pas mal de vidéos comme ça aussi. Ok, j'ai pas testé le truc avec Eleven Labs. Je note. Je trouve que l'IA Eleven Labs sur le vocal marche mieux que l'IA native d'HeyGen et surtout les deux communiquent maintenant, donc tu peux plugger les deux outils, c'est pas mal. Donc lancement via des campagnes de prévente, vous poussez de l'organique sur les réseaux sociaux, là où ça prend, vous appuyez avec du spend, ce qui te permet de remplir ton carnet de commandes dès le début. Ça veut dire que tu avais déjà les labos et l'outil de prod. Alors justement, en fait, on s'est vite rendu compte que le premier labo avec qui on travaillait n'allait pas réussir à suivre nos ambitions. Et ça, du coup, ça a été une des décisions les plus douloureuses parce que ça a créé du retard dans les préventes et ça a failli détruire notre projet parce qu'en fait, vu qu'on avait fait une grosse campagne de prévente. Donc, une grosse campagne de prévente, c'est quoi ? On avait fait entre 200 000 et 300 000 euros. Et avec du spend du coup sur Meta, etc. Et en fait, moi, quelque chose que je savais pas, c'est que Meta, ils posent la question à leurs clients, est-ce que tu as bien reçu ta commande, etc. Et au fur et à mesure où le temps passe, les gens ils commencent à dire, bah non, j'ai pas reçu ma commande. Et en fait, nous, ça dégrade un peu. On dégrade notre note. Et en fait, tu as une note sur 5. Et si tu passes en dessous de 1, je crois, ou 1.5 ou 1.2, je sais plus, tu es ban de Meta et tu ne pourras plus jamais ouvrir un business manager, etc. Et en fait, ça, nous, on se rend compte de ce problème quand on est à 1.5. Donc, il reste plus que 0.5. Et du coup, tu as des agences spécialisées qui te permettent, avec des bots en vrai, je sais pas si je devrais peut-être pas dire ça, mais c'était notre seul moyen de s'en sortir, de dire oui, j'ai reçu la commande, etc. Mais du coup, et ça, j'ai découvert des agences de fou. Il y a des agences en fait pour des problèmes un peu dark, mais qui sont hyper importants. Des black hat marketing agencies. Ouais, exactement, qui nous ont sauvés là-dessus. Et donc, en effet, nous, on a dû faire ce changement de laboratoire. Et donc, on a changé. Aujourd'hui, on bosse avec justement le même qui nous a accompagnés sur notre scale et qui va continuer à nous accompagner. Donc gros changement. Enfin, vraiment, ça a été un bordel. On s'attendait pas à recevoir en fait autant de préventes. Et encore une fois, en fait, on bossait avec un producteur de champignons à ce moment-là qui était en Normandie, qui était pas du tout en fait le bon. Équipé pour vous accompagner dans cette croissance qui était. Pas du tout. Ouais. Croissance à 28 chiffres. Ouais, c'est ça. C'était pas. Tu m'as parlé de l'extraction. On a parlé un peu du sourcing, du coup, français ou européen. Ensuite, il y a la galénique, la mise en pot. Là, tu t'adresses c'est assez traditionnel. Une fois que tu as choisi la forme que va prendre ton complément, c'est-à-dire après le labo. Ouais. En effet, du coup, une fois que tu as l'extrait, en effet, nous, on le met soit en gélule, soit en poudre, soit en boisson, soit en gummies. Ouais. La galénique va répondre à des usages différents. Le gummies, en fait, il faut savoir que le gummies, c'est une galénique, donc une forme qui est un peu diabolisée. Parce que on dit ouais, le gummy c'est un bonbon, ça sert à rien. En fait, le gummy c'est très intéressant parce que ça agit plus vite. Par contre, c'est moins dosé. Et ça, c'est vraiment le truc que les gens ils ont. Malheureusement, je peux peut-être comprendre, mais il n'y a pas de laboratoire spécialisé dans les gummies qui est vraiment fait de la pub en disant oui, mon truc il est moins dosé, mais par contre il agit plus vite. Donc voilà. Mais nous, du coup, c'est un peu la stratégie qu'on a. Pourquoi est-ce que le gummy ça agit plus vite ? Gummy c'est un bonbon qui s'avale. Enfin, ouais, ça agit plus vite parce que il va avoir une absorption qui va beaucoup se faire au niveau des muqueuses. Et en fait, dans les principes actifs dans les muqueuses, ça va ensuite directement dans le flux sanguin. Alors que lorsque tu vas avaler une gélule ou boire une boisson, ça va plus passer par le processus de digestion. Qui met plus de temps. Il met entre 1 heure et 1 heure et demie. Alors que via le flux sanguin, ça peut être très rapide. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes. Là, tout à l'heure, pardon, la caméra est sur moi. Si vous regardez sur YouTube, vous verrez la boîte, c'est les gummies concentration, les focus gummies. Ouais. C'est dur à dire. Sans faire. Les focus gummies.
Je l'ai avalé direct, enfin je l'ai croqué avalé, j'aurais dû la mâchouiller. Ouais, En vrai. ouais, exactement. Les pros Ok. du gummies, ils le mâchouillent et tu le laisses bien sous la langue. Ok. Et après, tu l'avales. Ouais, c'est Bon. c'est le mieux. Euh, Donc ouais, ça va répondre en fait à chaque un profil de consommateur différent, un usage différent. Le gummy, tu vois, genre c'est bien. Par exemple là c'est pour la concentration, donc très bien après manger. Typiquement à la place du café par exemple. La gélule, c'est plus dans la cure. Donc tu le prends tous les jours, un peu comme ton magnésium, tes oméga 3, ou pour ceux qui ont l'habitude de prendre des compléments alimentaires. La boisson, c'est plus pour pouvoir remplacer par exemple un rituel. Les gens qui ont l'habitude de prendre 4-5 cafés par jour, bah, tu peux très bien remplacer un café par c'est une boisson justement à base de champignons. Et la poudre, c'est plus. La poudre, c'est beaucoup de sportifs. Tu vois, qui font des shakers de protéines et du coup, ils mettent de la poudre dedans, notamment avec un champignon qui s'appelle le cordyceps, qui est vraiment très bien pour la performance physique. ok, le cordyceps. Ouais. Je voudrais parler du pricing et du modèle d'abonnement, mais avant ça, juste, comment t'expliques le lancement, la réussite du lancement en social media, en organique? C'est. Alors, la réussite, je pense que. Alors, déjà, c'est momentum. Momentum à fond. En fait, il n'y avait pas vraiment de contenu vraiment éducatif et percutant sur sur Instagram, sur TikTok, en lien avec les champignons. Et donc, moi, je suis arrivé avec voilà, du contenu très incarné, très bien fait. Ça a vraiment été, tout ça a vraiment été pensé aux petits oignons, quoi, hein, pour que ça soit vraiment du contenu, du top contenu. Ce contenu-là, d'ailleurs, je l'avais enregistré, je me souviens très bien, en août 2023. J'avais j'avais même moins 9000 € sur mon compte. J'étais dans la merde et j'avais croisé j'étais à un anniversaire une semaine avant. Et c'est un vidéaste qui s'appelle Clément Bautru, que je salue, et qui est un pote maintenant, et qui me dit bah, tu sais quoi, moi, je t'aide si tu veux, je suis vidéaste. Là, en ce moment, j'ai pas trop de travail parce qu'il venait de rentrer d'Australie. Enfin bref, une histoire compliquée. Et il m'a fait tout le contenu gratuit. Donc vraiment, c'est grâce à lui aussi. Donc c'était hyper quali, etc. Et donc, qu'est-ce qui explique? C'est que voilà, il y avait pas de contenu vraiment percutant sur les réseaux. Et bah, tu vois, par exemple, vraiment le contenu qui a fait plus d'1 million de vues sur TikTok, vraiment, il dure 27 secondes et je dis, face caméra, avec le bon ton, etc., le bon montage, les champignons, bah ouais, ça a des pouvoirs incroyables. Le Lion's Mane ou champignon crinière de lion, ça va vraiment être comme le NZT du film Limitless, mais légal et sans effet secondaire. Le Reishi, c'est vraiment la pilule du calme. On va prendre ça pour se calmer, pour mieux dormir. Le chaga, c'est l'aliment le plus antioxydant du monde. Et le cordyceps, c'est pour l'énergie et la libido. Les gens, tu vois, t'es sur Instagram ou TikTok et tu vois un mec te parler de champignons avec des noms compliqués, une comparaison à NZT Limitless, bah, ça intrigue de fou, quoi. Et ça a vraiment fait... ça a buzzé, quoi. T'avais beaucoup de contenu? Parce On avait un... Ouais. Il en faut beaucoup et il faut balancer pour qu'il y en ait un qui prenne. Alors bah là, du coup, vraiment, ils ont tous... Vraiment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, parce que... Enfin, pour plein de raisons, mais vraiment, là, les 30 contenus qu'on avait préparés à l'avance, les 30, ils ont marché. Les 30, ils ont buzzé parce que les 30 étaient intéressants. Les 30 venaient du cœur, étaient nouveaux. Tu vois, il y en a un qui avait très bien marché aussi. C'est... à chaque fois, en fait, il y avait aussi du contenu qui faisait un peu appel à la pop culture, avec des comparaisons simples à comprendre. Et ça aussi, c'est une des choses que j'ai retenues de mon expérience d'avant. C'est qu'en fait, il faut que la communication elle soit extrêmement simple, extrêmement mass market, clivante, mais sans être agressive. Et en fait, que tu dises vraiment ce que tu penses, quoi. Et ça, c'est un truc que moi, je n'osais pas faire avant, de dire... pour la critique, etc., dire ce que je pense, quoi. Genre, tu vois, par exemple, bah, là, comme je te disais, je te dis, le gummies, bah, en vrai, le gummies, en fait, c'est bien parce que ça agit vite, mais par contre, c'est moins dosé. Genre, ça, avant, genre, jamais je l'aurais dit, j'aurais tenté un argumentaire, etc. En fait, la vérité finit toujours par se savoir, dis la vérité sans filtre, et ça, c'est un truc que j'ai appris, et je pense que c'est pour ça que le contenu aussi a marché, quoi. Très bien. Tu arrives sur un marché, on bouffait déjà du champignon avant, en complément j'imagine. Tu le démocratises peut-être un peu plus vite que d'autres.
Comment tu réfléchis ton pricing? Est-ce que tu l'as tout de suite réfléchi en omnicanalité avec des multiples qui allaient bien coller? De quoi tu t'inspires parce que tu es un précurseur sur le marché? Ouais, le pricing, ça aussi, ça a été un vrai sujet. En fait, ce que je voulais, c'était en réalité, d'un point de vue purement contrôle de gestion, mon produit, aujourd'hui encore, je suis censé le vendre beaucoup plus cher. Mais ça aussi, pareil, c'est une leçon du passé. Forcément, en fait, quand tu fais un produit qui est fait en France, qui est fait dans des bonnes conditions, de façon biologique, avec un extrait qui est efficace, forcément, ça va te coûter cher à produire. Et du coup, moi, dans mon expérience avant, Tilio, je vendais mon produit hyper cher. Donc, j'avais une très bonne rétention, j'avais un panier moyen très élevé, mais en acquisition, j'étais pas bon. Donc, en fait, tout de suite, je me suis dit, OK, en vrai, mon produit, d'un point de vue contrôle de gestion, j'étais censé le vendre 39 €. J'ai fait, vas-y, 39 €, les gens, ils vont pas acheter. Donc, pendant les préventes, je l'ai mis à 30 €. Le côté un peu une cure de 1 mois. 30 balles, 1 € par jour. 1 € par jour, c'est nouveau, etc. Et à la fin des préventes, justement, Fiona, notre directrice des opérations qu'on avait recrutée, me dit, franchement, on va droit dans le mur avec ton prix. Passe-le à 32 €. Ça va, le droit dans le mur, il n'était pas énorme, quoi. Ça va, ouais. C'est pas 30 à 60. Elle m'a dit 34, mais moi je lui ai dit c'est pas possible. Et du coup, parce que le plus important c'est l'acquisition, c'est pas de créer forcément de friction. Et donc on le passe à 32 €. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est 2 € de différence. C'est quasiment tout notre EBITDA, genre de la boîte. Aujourd'hui, on est à 15% d'EBITDA sur la boîte. Mais sans ces 2 €, sans cette décision des 2 €, on aurait perdu toute notre rentabilité, quoi. Donc le pricing, comment on le pense, moi je le pense vraiment sur quel prix va faire que les gens vont pas avoir de friction. Tu l'as testé, t'as testé sur l'élasticité. Ouais, j'ai testé du coup en prévente à 30 €, j'ai vu que ça marchait très fort. Et après, du coup, quand on l'a passé à 32, on a senti une mini friction, bizarrement. Tu vois, entre 30 et 32, il y a quand même une différence sur le taux de conversion. Mais ça passait. Donc on l'a testé, ouais, on va dire. Et sur le modèle aussi, pricing, il y a un truc qui est intéressant, sur lequel tu as des convictions fortes, et je veux bien que tu m'en parles, c'est l'abonnement. Les compléments alimentaires, une fois que tu as commencé, une fois que tu y as goûté, tu veux plus t'arrêter, parce que tu sais, il y avait un côté très... ça marche, tant mieux, je garde. Et parfois, tu sais pas si ça marche, mais tu te dis, si j'arrête, peut-être ça marchera plus. Comment tu le mets en place et quelles sont tes convictions sur le sujet? Donc, en effet, ouais, l'abonnement, en fait, c'est l'abonnement. Si tu mets en place un abonnement, en fait, il faut choisir comment tu le mets en place. Soit c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ton business model, soit c'est un plus, quoi. Nous, il fait vraiment partie de notre business model. Donc, on y allait à fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives sur notre page produit. Le premier choix, c'est l'abonnement. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas bien sûr, tu peux ensuite faire un clic en plus et passer sur de l'achat unique. Mais déjà, en fait, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est que si tu veux que ce soit l'abonnement, la pierre angulaire de ton business model, il faut que quand tu arrives sur ta fiche produit, qu'il y ait l'abonnement tout de suite. Ça, par contre, il faut le faire de façon éthique. Donc, il faut vraiment être très clair sur c'est un abonnement, c'est sans engagement, bien sûr, etc. Mais il ne faut pas faire des choses avec marqué offre découverte, ce qui se fait énormément aux États-Unis ou au UK, voire même en France parfois. Donc, en effet, il faut y aller à fond et c'est très intéressant, l'abonnement, parce que tu vas avoir des gens qui vont s'abonner et qui finalement vont churn assez rapidement. Mais tu vas avoir en fait environ, nous en tout cas dans notre cas, à peu près 30% des gens qui en fait vont rester vraiment abonnés, pas à vie, mais tout le temps. Ça fait que 2 ans, hein. Ouais, c'est ça. Un peu tôt. Ouais, c'est ça, c'est encore un peu tôt. Et après, en fait, au fur et à mesure du temps, tu grappilles. Aujourd'hui, nous, on a 11 000 abonnés. Et du coup, ces 11 000 abonnés, aujourd'hui, nous, c'est toute notre... je veux dire, c'est... T'as une idée du ratio en volume sur 100 000 commandes? Combien sont envoyées à des abonnés? Alors, je l'ai plus en tête, mais c'est pas non plus ultra élevé. Je crois il y en a 40% qui passent sur l'abonnement. Ouais. Donc, ou 50%. Okay. Ouais.
Moitié-moitié. Et est-ce que tu vois des comportements sur l'abonnement, une fois de plus, c'est encore un peu jeune, mais tu vois des comportements sur l'abonnement où tu arrives à upseller un abonné qui arrive par exemple sur des Reishi à 30 € par mois. Ouais. Reishi, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Reishi, ouais. Reishi. Ouais. Mais que tu arrives à faire passer sur plus de produits? Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, en effet, nous, par exemple, pendant Black Friday, on a fait des offres spécialement pour les abonnés pour upseller un abonné. C'est-à-dire que pendant Black Friday, on a proposé aux abonnés de rajouter le Gummies c'était vraiment une offre hyper intéressante pour 12,90 € alors qu'il en coûte 24,90 €. Et du coup, on se dit, mais vous êtes malade de faire moins 50% sur un produit. Mais sauf qu'en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est vraiment la personne, elle est abonnée depuis déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres. Ouais, tu calcules ta lifetime value. C'est ça, et en fait, ce qu'elle t'a rapporté et comment tu augmentes le panier moyen de cette personne. Et en fait, tu sais que tu as moins besoin d'être rentable dessus. Et même si tu gagnes avec cette opération, tu gagnes que 4-5 € par abonné, en fait, c'est 4-5 € fois 1000 fois 12. En fait, donc, en fait, au moment où tu viens de faire l'opération, tu viens de gagner 60 000 € sur le long terme. Donc ouais, nous, on fait pas mal de upsell, cross-sell. Et d'ailleurs, on a changé de plateforme technologique. On utilisait Recharge avant pour Skio, qui est une solution que personne connaît en France ou très peu, parce que c'est bien meilleur, quoi. Enfin, on paye beaucoup plus cher que Recharge, mais notre taux de churn a drastiquement baissé depuis qu'on est sur Skio. Notre cross-sell a augmenté, notre upsell a augmenté. Donc là, je leur fais une pub de fou. Mais ouais, Skio, c'est beaucoup mieux que Recharge. Recharge, c'est vraiment pas ouf. En vrai, genre pour l'abonnement. Il a dit, il faut dire la vérité, il l'a dit. Ouais, oui. Skio, skio.com, Skio, plateforme de souscription pour des marques Shopify. Donc, tu fais de l'upsell sur tes abonnés. Là, tu l'as fait via Black Friday, par exemple. Et comment est-ce que tu arrives ou quels sont tes leviers pour essayer de transformer un achat unique en abonné? Alors, un acheteur unique, un consommateur unique en abonné? Nous, on n'a pas forcément beaucoup de leviers. C'est vraiment déjà... Enfin, le levier numéro 1, c'est tarif sur la fiche produit et c'est l'abonnement qui est décoché tout de suite. Comme ça, la personne voit bien aussi l'avantage. Après, nous, on a un plan de fidélité aussi très fort pour les personnes qui sont abonnées. Donc, au-delà de l'acquisition, en fait, pour nous, ce qui est très important, c'est la rétention de l'abonné. Et donc, par exemple, nous, un abonné, par exemple, au bout de la 3e récurrence, il va avoir un produit offert automatiquement. Au bout de la 2e récurrence, il a moins 5% supplémentaire sur l'ensemble du panier qu'il a déjà, qu'il paye. Au bout de la 4e récurrence, il a moins 10% supplémentaire. Et tout le long aussi de l'abonnement, un abonné, chez nous, gagne 2 fois plus de points de fidélité que quelqu'un en achat unique. Et du coup, on pourrait dire, mais ça sert à rien les points de fidélité vu que la personne elle est abonnée. Et en fait, si, c'est un truc de fou. Quelqu'un qui est abonné, justement, très souvent, il va utiliser ses points de fidélité pour offrir, par exemple, dès qu'il a des cadeaux à faire, etc. Souvent, c'est des gens qui sont assez fans. Et en fait, il va utiliser ses points de fidélité, par exemple, pour faire découvrir la marque à sa femme, à sa mère, à son père. Donc ouais, ça c'est... En fait, un abonné aussi, c'est quelqu'un qui va vraiment... Qui peut être un ambassadeur et un prescripteur de ta marque et totalement. ton produit. Ouais. Quelle plateforme pour l'abonnement? Pour la fidélité, pardon. Alors, nous, aujourd'hui, on est sur Yotpo. Okay. Et avant, on était sur Loyoli. Qui sont les usual suspects du marché actuellement. Top, putain, le temps file, c'est passionnant cet épisode. J'espère, chères auditrices et chers auditeurs, que ça vous plaît. Moi, ça me plaît. J'aimerais parler d'Istri. Ouais. Vous êtes dans 2500 points de vente en Europe. J'ai plus le chiffre que tu m'as dit tout à l'heure pour la France. 1500. Dont 1500 en France. Vous serez dans un millier de pharmacies d'ici la fin de l'année. Raconte-moi ton parcours pour arriver à cet état des lieux aujourd'hui, 2 ans après le lancement. Ouais. Donc pareil, moi je me suis rendu compte qu'un de mes défauts avant, c'était que j'étais à la fois le CEO, le directeur marketing, le directeur commercial, et que de par le fait que
que je prenais trop à cœur mon produit, j'étais pas forcément un bon commercial. Je peux être un très bon commercial pour des investisseurs, pour, je sais pas, quand tu prends un peu de la hauteur, on va dire, mais pour convaincre un point de vente ou un distributeur, non, parce que je prends trop à cœur mon produit. Et le non me fera trop mal. Alors que la base d'un bon commercial, justement, c'est de pouvoir... la vente commence quand on dit non, tu vois. Il y a un peu cette phrase qui est connue. Donc, en fait, très rapidement, en février 2024, j'embauche une directrice commerciale, plutôt capée, même carrément capée pour le poste. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle arrive chez nous. Et quand elle arrive chez nous, alors que je lui ai vendu du rêve, etc. sur le projet, c'est la merde. C'est la merde parce qu'on n'a toujours pas livré les préventes. On a notre note méta. Début 2024, c'est quand ? Ça, c'était du coup en 3e semaine de janvier. Ah oui, d'accord, très rapidement. 2024. Ouais. Et du coup, elle arrive et c'est la merde totale. Et même, elle pense même à démissionner parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait une connerie. Donc, j'ai dû lui dire vraiment la phrase bateau, mais qui marche, c'est « fais-moi confiance ». Vraiment droit dans les yeux, genre « fais-moi confiance », vraiment « fais-moi confiance ». Donc, elle a essayé de me faire confiance. Et du coup, ça a mis du temps. Vraiment, le B2B, ça met du temps à s'activer. C'est pas du tout comme le digital. Même elle a été inquiète au début. Et finalement, petit à petit, ça prend... voilà, ça prend du temps. 1500 points de vente en France, c'est quel type de réseau ? Alors, ça va être donc beaucoup de pharmacies, beaucoup de magasins bio. Aujourd'hui, on est chez La Vie Claire, SoBio, Nature et Découverte. Après, on demande de montrer patte blanche ? Alors ouais, totalement. Nature et Découverte notamment. Vraiment assez soucieux justement de la provenance, est-ce que c'est bio, etc. Dans le bio, il faut la certification bio, sinon tu peux pas aller dans le bio. Mais ouais, le bio est un circuit vraiment... ils font attention. Ils font beaucoup plus attention, même qu'en pharmacie. En pharmacie, ils font pas non plus ultra attention. C'est surtout la réputation que tu vas avoir qui va faire que... Et voilà, on sait qu'il y en a qui ont des bonnes réputations, mais derrière, c'est pas forcément un bon produit. Donc ouais, il faut montrer un peu patte blanche, mais dans le bio. Et non, et après, nous, vraiment, la raison pour laquelle on a réussi à bien se développer aussi, c'est on a eu une très bonne stratégie au début de génération de leads. C'est-à-dire que voilà, on faisait beaucoup de pubs sur Meta, on faisait beaucoup de pubs un peu partout. Et on avait un très bon funnel pour pouvoir générer du lead en B2B. Et ensuite, aujourd'hui encore, on a 2 sales qui close nos leads. En moyenne, on a 20 leads par semaine. 20 leads de distributeurs B2B en wholesale, ouais. 20 leads entrants en inbound, donc, et 2 sales pour les transformer. Ouais, c'est ça. Ça. Et ils ont un taux de conversion de 70% à peu près. Hyper intéressant. Et la pharma ? Et la pharma, du coup, c'est beaucoup via des agents commerciaux, comme beaucoup. Et donc ça, pareil, ça a mis beaucoup de temps à apprendre au début. Et donc ça demande de bien se structurer. Voilà, ça a vraiment été le rôle de la directrice commerciale, du coup, en termes de PLV, en termes de documentation, en termes d'argumentaire de vente. C'est des choses qui prennent du temps. Et une fois que tu arrives à créer une machine, c'est là où ça prend. Voilà, la pharmacie, nous, c'est vraiment récent que ça prend. Ça fait peut-être 6 mois. Et par contre, du coup, une fois que ça prend, ça va vite, quoi. Ça va vite. Tu as de la formation pour les pharmaciens à faire, j'imagine ? Ouais. Nous, on a deux professionnels de santé, justement, en interne chez nous, qui s'occupent des formations. C'est des gens qui sont même plus capés que moi en termes de champignons, qui s'y connaissent même mieux que moi. Alors, ça dépend des parties. Moi, sur la côté culture, etc., je pense que je m'y connais mieux qu'eux. Mais sur le côté effets, molécules actives, ils s'y connaissent à fond. Ils sont vraiment certifiés en mycothérapie. Donc, ils forment les points de vente un par un. Vraiment un par un. Et on voit la différence entre un point de vente qui a été bien formé et un point de vente qui a été mal formé en termes de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires qui remonte assez vite, on va en parler dans un instant. Je voudrais d'abord que tu me parles de un peu l'orchestration des remises et des promos. On sort de Black Friday avec des opérations de communication en ligne qui ont eu un impact fort dans du retail et chez les pharmaciens aussi, enfin en wholesale et chez les pharmaciens.
alors qu'il n'y avait pas forcément de remise. Donc, je voudrais que tu m'expliques comment ça a marché et puis comment tu remontes cette donnée. Ouais. Alors, nous, en effet, en gros, en octobre, on a prévenu tous nos retailers qu'on allait faire Black Friday et qu'on allait le faire à fond pour être transparent avec eux. Mais que du coup, on jugeait qu'en le faisant à fond, il allait avoir des répercussions positives pour eux. Donc, on leur a proposé de faire des réassorts. Donc ça, on l'a pas fait pour les nouveaux clients, on l'a fait pour les clients existants. Des réassorts où ils ont moins 20%. Et durant Black Friday, ils peuvent aussi appliquer le moins 20% dans leur point de vente ou dans leur pharmacie. Et donc ça, en effet, ça a très bien marché. Vraiment, mois de novembre... Mais sans obligation d'appliquer le... Sans obligation de l'appliquer. Et d'ailleurs, il y en a plein qui l'ont pas appliqué ou qui ont peut-être fait moins 10% ou juste qu'on passait le truc de 32 € à 29 € pour un prix psychologique. Et ouais, vraiment, nous, là, on a... Par exemple, en digital, en réalité, on n'a pas atteint nos objectifs. On avait des objectifs très ambitieux, on les a pas atteints. Mais en retail, on a fait plus 50% sur ce qui était prévu. Sur Amazon aussi. Sur la période, tu veux dire, ou plus 50% sur la période, sur le mois de novembre, comparé à l'objectif qu'on s'était fixé. Et voilà. Et vu nos volumes, faire plus 50%, c'est ahurissant. c'est pas normal d'avoir aussi mal forecast le truc. Ouais, c'est un bon problème en vrai. Ouais. Donc c'est intéressant. Donc la communication en ligne alimente le consommateur qui consomme maintenant en omnicanalité à différents endroits, à différents moments, mais qui est touché en tout cas et qui va se rendre en boutique ou en pharmacie. Il trouve pas forcément la promo, mais il achète quand même. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il a fait le déplacement. Donc après, il s'attend pas forcément, je pense, à trouver la promo en point de vente. Voilà, il a fait le déplacement, donc il achète. Forcément, après, voilà, le panier moyen est beaucoup plus bas. Franchement, nous, je crois qu'il est de... C'est ridicule, il est de 35 €, je crois, en retail, le panier moyen. Notre flacon, il coûte 32. Donc, en gros, il y a très peu de personnes qui en achètent 2. Mais ouais, donc, faut pas avoir peur parfois de bombarder une offre et de rassurer les retailers en leur disant, mais attendez, vous inquiétez pas, ça va ruisseler chez vous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu désiloter les canaux et faire comprendre à tout le monde que tu communiques à un endroit, ça peut alimenter d'autres, quoi. Ouais, à fond. Et la remontée de données, alors j'ai 2 questions maintenant, c'est la remontée de données et puis peut-être les tactiques que tu as pu utiliser pour transformer un acheteur physique en abonné en ligne. Ouais, ça, j'en ai pas. Ok, bon, voilà, ça répond à la question. Et après, la donnée, en pharmacie, c'est assez connu, tu as Gers Data, qui est un logiciel qui coûte, je crois, 10 000 € par an. GERS. Ouais, et qui permet de remonter en fait toute la donnée du sell-out. Donc c'est très bien pour faire de la veille aussi. C'est même fascinant parce que voilà, si tu cherches des idées, par exemple dans le monde de la pharmacie, tu peux voir qu'il y a des pépites. Et voilà, je sais pas, par exemple, c'est un peu bâtard du coup de le dire, mais je l'annonce publiquement. Mais par exemple, j'ai remarqué que les dentifrices spécialisés pour les gencives sensibles, c'est un sell-out genre monstrueux, quoi. Genre, ça fait des dizaines de milliers. Je crois que ça fait presque 100 millions par an. Et j'ai jamais vu une pub, par exemple, pour un dentifrice, sur les méta en tout cas, dentifrice pour les gencives. J'en ai vu à la télé, etc. Donc voilà, là, il y a peut-être un truc à aller chercher. Et en effet, ça, c'est des données que tu as grâce à ce genre de logiciel que tu payes. GERS, Gers Data. Intéressant, la partie digitale et vente en ligne des pharma et des groupements et des centrales d'achat sur lesquelles on peut acheter. Je pense à... mince, le nom m'échappe, mais Boticinal, par exemple, des boîtes comme ça. Ouais. Alors nous on... en théorie, parce que dans la pratique, c'est dur d'imposer ce genre de choses, mais en théorie, on n'autorise pas la vente de nos produits en ligne par des parapharmacies en ligne, en théorie. Mais je sais que dans la pratique, il y en a qui le font. Pourquoi ? Alors, parce que... Tu veux privilégier ton canal à toi. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que légalement, en France, ils sont pas obligés de respecter mon prix de vente. Ils peuvent le vendre à 29 €, par exemple, au lieu de 32 €. Et du coup, on sait très bien que Google Ads, par exemple, dans leur algo, peuvent privilégier le prix le plus faible. Et donc, ils auraient besoin, en plus de bider sur mon nom de marque, et donc de faire en sorte que moi, je dois investir plus sur mon nom de marque pour pouvoir le protéger, et bien eux, en fait, auront besoin de moins dépenser pour transformer la vente.
et ça va foutre le bordel, quoi. Enfin, si jamais tu contrôles pas un minimum le truc, au bout d'un moment, c'est le bordel. En tout cas, d'un point de vue prix, image de marque. Donc, on essaie de faire attention. Compris. Parlons un peu d'international. Tu m'as dit que ça représentait 40% de ton chiffre d'affaires à date. Pardon, les ratios entre... Et j'ai oublié Amazon, pardon, je voulais te parler d'Amazon. Le ratio... Non, restons 2 minutes sur la distri. Ouais, quels sont les ratios sur les différentes, différents canaux? Alors, les différents canaux, vraiment, je sais pas. Faut que j'aille voir le chiffre. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on fait 25% de notre chiffre d'affaires en retail, à peu près. Dont pharma. Dont pharmacie, ouais. Dont pharmacie intérieure. Et après, je pense 10% Amazon et le reste en digital. Amazon, tu y es depuis le début? Alors, Amazon, j'y suis depuis le début, mais j'y suis sérieusement que depuis 6 mois. Okay. Tu fais ça en interne ou avec une agence? On fait ça avec une agence. Okay. On fait ça avec une agence qui fait ça hyper bien. Qui est Winco. Okay. WINQO. Ok. Ouais. Petit salut. Ouais, petit salut. 10% du CR, donc c'est... ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais après, là, je me réfère beaucoup à la période Black Friday, donc c'est peut-être un peu moins. Ouais, c'est un peu moins. Et donc, l'international, 40% du chiffre d'affaires aujourd'hui est fait à l'international, surtout en Europe du Sud, c'est ça? Portugal, Italie, Espagne? Ouais. Comment vous l'avez lancé? Donc, tu l'as dit tout à l'heure que vous avez lancé des campagnes de crowd dès l'année dernière, de précommande, pardon. Ouais, c'est ça. Avec l'IA, on a lancé ces pays avec l'IA. D'ailleurs, au Portugal, on est toujours avec l'IA. On a décidé de pas forcément scaler le truc avec des créatives natives, si je puis dire. Ça fonctionne très bien avec l'IA. Sur un compte French Mush Portugal? Alors, pour le Portugal, c'est French Mush global. Ok. Et après, en effet, pour l'Espagne, pour l'Italie, c'est des comptes spécifiques. Pareil pour l'Allemagne, c'est des comptes spécifiques. Et donc, ouais, non, l'international, en fait, c'est. Enfin. Comment le dire? C'est pas facile. C'est bien, disons-nous les choses. Ouais, qu'est-ce qui est pas facile? Parce qu'en fait, ça multiplie. Ça multiplie ça multiplie ton taf en fait en interne auprès des équipes. Mais par contre, ça t'ouvre des horizons. Voilà, aujourd'hui, nous, on est grâce à l'international, on peut pas avoir un business plan sérieux dans 5 ans pour te dire quel est notre potentiel de chiffre d'affaires. Et parce qu'aujourd'hui, on vend dans 6 pays. Donc, potentiellement, sky is the limit. Et en plus, on se développe plutôt bien dans 6 pays. Alors que quand tu es sur un marché, ouais, voilà, il y a un moment, quand même, le marché, il est limité. Tu sais que ça, c'est quand même le plafond en termes de part de marché, etc. Donc, l'international, c'est hyper important pour ça. Nous, justement, on l'a intégré culturellement dans notre entreprise. Et dès le début de notre entreprise, il y a une personne qui était en charge de l'Italie, une personne en charge de l'Espagne. Dès 2024. Ouais, exactement. Et donc aujourd'hui, par exemple, donc au début, vu que c'est un tout petit truc, ça va être un alternant qui est en charge du Portugal. Et d'ailleurs, enfin, les alternants, nous, je pense qu'on a eu énormément de chance. Aujourd'hui, on a 5 CDI qui étaient des alternants avant. Je connais personne qui soit meilleur qu'eux. Genre, même des gens qui ont 10 ans d'expérience, etc. C'est parce qu'en fait, quand t'es jeune et que t'as cet âge-là, t'apprends à une vitesse. C'est un truc de fou. Et du coup, en effet, aujourd'hui, par exemple, nous, c'était une alternante qui s'occupait d'Italie, Raphaël, qui est incroyable, qui est trop forte et qui a une capacité à apprendre folle. Et aujourd'hui, voilà, elle est en CDI et c'est elle la country manager Italie, quoi. Et qui gère le digital? Qui gère donc, le retail? En effet, elle gère que le digital. Ok. Ce qui est quand même beaucoup. Et après, nous, le retail, c'est notre directrice commerciale qui le gère. Et depuis peu, on a un directeur commercial ou plutôt un manager commercial Italie. Qui gère en direct ou qui passe par des agents ou des distributeurs? Qui passe du coup aujourd'hui par des agents en Italie pour pouvoir, pour le moment, répondre que à nos leads. Parce que, en fait, en Italie, par contre, c'est un très beau marché, mais c'est très compliqué. D'un point de vue commercial, c'est très compliqué de convaincre par téléphone. Il faut vraiment aller sur place,
surtout quand c'est des herboristeria, donc c'est des herboristeries, quelque chose qu'on n'a pas en France ou très peu. On n'a plus, qu'on avait. Ouais, qu'on avait, ouais, c'est ça, exactement. Donc ça s'est perdu et là-bas c'est ultra courant. Donc ouais, l'Italie on gère comme ça, ouais. Ok. Alors, on va passer sur la tech en vitesse parce que je t'ai dit, t'es sur Shopify, oui bien sûr, t'étais sur Klaviyo, ouais. T'as fait Loyoli, tu fais Yotpo. Ouais. Je t'ai demandé si tu faisais quelque chose de différent, tu m'as dit non et surtout pas. Ouais. Bah ouais, parce que en fait, ça sert à rien d'inventer la roue, quoi. C'est vraiment aujourd'hui. Il faut vraiment limiter, surtout quand tu essaies de scaler vite. Il faut limiter les techniques que personne n'a testées, quoi. Genre, enfin, c'est finalement, tu peux le faire au bout d'un moment, mais donc ouais. Donc aujourd'hui, ouais, nous on est Shopify, Klaviyo, on utilise voilà Meta, WhatsApp Business beaucoup, surtout en Italie. Et voilà. En direct ou par une agence ou une solution? On a une agence qui s'appelle. C'est avec Email Club, et j'ai oublié le nom de l'agence. De l'agence qui... Ouais, c'est Wax. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'on salue, qui passe souvent sur enfin, qui passait sur le panier plusieurs reprises, Guillaume Escolier. Compris, ne pas faire les choses différemment, pas se prendre la tête. Ton métier, c'est de vendre des champignons. Ouais, pardon, exactement. Des extraits de champignons, des compléments alimentaires à base de champignons médicinaux. C'est pas de choisir une techno. Non, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Je l'ai dit dans un podcast déjà, mais je le redis, je trouvais l'expression géniale. Il n'y a pas beaucoup de maçons chez McDonald's. McDonald's, son métier, c'est de vendre des burgers ou de faire de l'immobilier d'ailleurs. Oui. Et ben, c'est ce qu'on dit souvent nous à nos clients chez Cosa. Ouais. Ton métier, c'est de vendre ce que tu vends ou de dire ce que tu dis. C'est pas de choisir la techno. Ouais, exactement. Donc fais confiance et surtout, te prends pas trop la tête sur le sujet, quoi. Ouais, exactement. Et parfois, une techno qui répond à 90% du besoin, c'est très bien. Ouais. Mais plus rapidement et moins cher, ça vaut mieux qu'une techno qui répond à 110%. Bon, bref. La seule exception, du coup, peut-être qu'on a faite, justement, c'est sur Recharge. Justement, on a décidé de ne plus passer par Recharge et de passer par Skio. C'est peut-être le seul truc, parce que je crois pas qu'il y ait une boîte française qui utilise Skio à part nous. Enfin, en tout cas, avec qui j'ai pu discuter. Bah, ça leur fera un beau use case pour attaquer le marché. Ah ouais, totalement. Moi, c'est ce que je leur ai dit, hein, la négo. Il y a des salons? Des salons pro? Ouais. Ouais, on en fait plein. Ouais. Pharmagora? Ouais, on a fait Pharmagora, on le fait chaque année. On fait Natexpo pour le bio, on fait des salons en Italie, on fait des salons en Espagne, on a même fait on a fait des salons en Allemagne. On fait aujourd'hui aussi. Pour rencontrer des distributeurs, pour éduquer le marché. Ouais, pour rencontrer des distributeurs. Et aujourd'hui, nous, on a des distributeurs justement en fait, on attaque en digital 8 pays aujourd'hui. Où vraiment on va avoir des actions marketing digital dessus, mais on est distribué dans beaucoup plus de pays. On a un très bon distributeur en Croatie, on a un très bon distributeur en Turquie, au UK, et tu vois, les UK on l'attaque pas en digital. Ça coûte trop cher. Ça coûte moins cher de te faire accompagner par un distributeur local. Voilà, j'ai mon distributeur local et forcément peut-être le sell-out c'est pas le mieux. Même si ça marche bien, parce qu'il y a quand même notamment à Londres, parce qu'il y a une grosse communauté de Français à Londres et qui connaissent la marque. Avec un enjeu quand même de traduction, d'adaptation des contenus, de gestion de ton stock qui est pas évidente. Ouais, bah avec les distributeurs c'est quand même facile. Hein. Enfin finalement, nous tu vois donc là si tu regardes l'étiquette, j'ai essayé de multilangue. Ouais. Normalement, alors sauf si j'ai ramené un proto, parce que moi j'ai beaucoup de protos. Que j'utilise pour moi. C'est peut-être un proto. Ouais, c'est peut-être un proto. Ok. Mais en effet, nous, on a une étiquette multilangue avec ouais, c'est peut-être un proto. Non, c'est peut-être un proto. Pardon, si vous nous écoutez et que vous ne nous regardez pas, j'étais en train d'essayer de triturer là. Ouais, exactement. Donc voilà, on a une étiquette multilangue qui fonctionne très bien, qui est légale, qui respecte le cadre réglementaire, si tu veux vendre dans un autre pays. Donc ouais. Donc distributeur au UK, mais pas de présence en digital au UK parce que c'est trop cher de faire de la pub en digital au UK. Enfin, en tout cas, nous, on considère que c'est trop cher. Tu as fait une croissance, c'est de l'hyper-croissance, on peut dire, parce qu'en l'espace de 2 ans, voilà, vous avez fait des chiffres, vous essayerez de
de croiser Antoine, vous lui poserez la question en direct, puisqu'il est un peu timide. Ouais. Et je te demandais quels étaient les leviers, et tu m'as dit, mais c'est pas une question de levier, c'est une question vraiment de momentum. On va terminer là-dessus, ça veut dire quoi? Bah pour moi, c'est la règle numéro 1 du business, c'est est-ce qu'il y a un momentum ou est-ce qu'il n'y a pas de momentum? C'est-à-dire, est-ce que le marché est prêt à acheter ton produit? Et c'est soit trop tôt, soit trop tard. Et justement, c'est trouver le bon momentum. Nous, tu vois, par exemple, typiquement avec French Mush, on aurait pu se lancer un peu avant. Et on a décidé on va dire d'attendre un petit peu pour attendre le bon momentum, le bon moment où le marché serait prêt, où on commence un petit peu à parler de ça, mais c'est pas encore trop démocratisé en France. Donc on a vraiment attendu le bon moment. Et ouais, je pense que le momentum, c'est la règle numéro 1. Ça facilite beaucoup de choses. Nous, on a été très bons dans l'exécution, mais on n'est pas meilleur que d'autres entrepreneurs ou d'autres créateurs d'entreprises. Juste, on a eu un momentum très fort sur notre marché et on en a profité. C'est pas évident, c'est assez empirique de comprendre que tu as un momentum, de comprendre que c'est le moment. Il n'y a pas une sonnette qui sonne pour te le dire. Non, c'est après, ça dépend. Par exemple, je vais donner un exemple. Imagine, là, maintenant où on se parle, il y a quelque chose qui buzz aux États-Unis ou dans un autre pays d'Europe et que tu fais la même chose en France, maintenant, ça ne marchera pas. Mais si tu attends 2 ou 3 ans, que le bouche à oreille se soit un peu soit venu justement jusqu'à la France, les États-Unis jusqu'à la France, et que du coup, il y a un premier cercle qui soit déjà au courant de ce que tu lances, bah là, ce sera le bon moment. C'est intéressant, peut-être qu'il y a quelque chose qui se lance aux États-Unis, qu'il y a plein de gens qui se lancent en France dans les années qui suivent, mais qui éduquent aussi ou commencent à allumer des lumières, et peut-être que c'est le 10e, 15e, 12e qui se lance, Exactement. qui arrivera au bon moment. Donc c'est aussi... Totalement. Ouais, c'est ça. Bah, c'est au moment où t'es... Parce que ouais, c'est ça, si jamais t'arrives trop tôt, tu vas éduquer pour les autres. Et bon, en vrai, nous, on l'a aussi beaucoup fait, un peu éduquer pour les autres, mais pas non plus tant que ça que si on s'était lancé 2 ans avant. Et il y a des marques de champignons qui existaient avant nous. Et alors, françaises, non, en fait, je sais pas, je suis un bâtard du coup, si jamais il y en avait. Mais ouais, mais il y avait des marques de champignons avant. Enfin, il y avait des marques de champignons, notamment une grosse espagnole. Mais voilà, le marché attendait plus qu'une chose, c'est que quelqu'un prenne vraiment le sujet et communique de façon un peu agressive, entre guillemets. Compris. Une dernière question, parce qu'elle me taraudait tout à l'heure et je ne l'ai pas posée. Entre Tilio et French Mush, c'est un peu un nouveau départ, donc c'était pas dormant, mais ça vivait à côté de Tilio, jusqu'au moment où tu dis, bon, j'arrête Tilio, je lance French Mush. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? 3 choses. Ça, je vais le faire parce que je ne l'avais pas fait, ou ça, je le ferai plus parce que c'était merdique. Ouais, mais en fait, tu vois, genre tout le long de Tilio, moi, j'ai eu un nombre de galères incroyables avec Tilio. Enfin, c'est juste ahurissant. Et ça m'est arrivé parfois vraiment de m'endormir le soir et de me dire, putain, si seulement je pouvais revenir dans le temps et ne pas faire l'erreur que je viens de faire là. Et en fait, ça, j'ai pu le faire en fait avec French Mush. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'ai pu faire, bah, je les ai plus refaites. Et toutes les bonnes choses que j'ai pu faire, je les ai faites très rapidement. 2 ou 3 de chaque? De quoi? D'erreurs et des choses que tu as faites. Alors, l'erreur numéro 1, que j'ai pu faire avec Tilio, c'est d'être trop frileux sur ma communication, de ne pas dire ce que je pense, de ne pas dire ma propre vérité, d'avoir peur que des gens m'insultent. Parce que forcément, quand tu dis ta vérité, il y a des gens qui vont être d'accord et d'autres qui vont pas être d'accord. Et donc, au moment où j'ai lancé French Mush, je dis, je m'en fous, moi je vais dire ce que je pense maintenant. Et donc, ça, c'est vraiment le gros truc qui quand même qui existe encore aujourd'hui dans mes décisions, même en termes de communication. Après, le point numéro 2, un deuxième point, une erreur
qu'on a pu faire. Bah, vu qu'on est sur un podcast e-commerce, ça peut être aussi en termes de tech, tu vois, genre sur Tilio. J'étais sur du WordPress. Après, j'ai fait un headless, n'importe quoi. Et donc là, tout de suite, je suis passé sur Shopify. Headless, c'est peut-être un overkill, c'est trop complexe pour en fait quelque chose d'assez simple. Ça a tué ma boîte. Ouais. Ça a tué ta boîte. Ça a tué ma boîte, vraiment. Le projet en soi, la complexité du projet en termes de bande passante, parce que du coup, le temps que j'ai passé à essayer de développer ça ou à le gérer, je ne l'ai pas passé sur d'autres actions. À développer ton produit. À développer mon produit. J'ai killé mon SEO alors que j'étais vraiment un king du SEO sur Tilio. C'était vraiment notre unfair advantage, notre seul unfair advantage, c'était le SEO. On était très très bon pendant très longtemps. Tu tapais CBD, on était dans les 3 premiers. Tu tapais huile CBD, on était dans les 3 premiers, etc. Et j'ai killé mon SEO avec cette refonte. Donc ouais, vraiment tout de suite passer sur du Shopify, faire des choses simples, ne pas réinventer, ne pas essayer d'inventer la roue, être simple en termes de communication, ne pas vouloir passer pour l'expert du marché. Parce que du coup, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appliqué dès le début avec French Mush, ça sert à rien de vouloir passer pour l'expert du marché. L'expert du marché, c'est le professeur. C'est celui qui éduque. Donc, éduque, sois un professeur, et les gens, ils diront que c'est toi l'expert. Mais oui, dans l'autre sens, faut pas être... Ouais, ça sert à rien d'arriver à utiliser des termes compliqués pour pouvoir faire plaisir à tes fournisseurs ou à tes concurrents. Tu vois, genre, et ça aussi, c'est un truc, genre dans le CBD, moi, j'avais trop de respect pour mes concurrents. Parce que j'avais des concurrents qui faisaient les choses bien, il y en avait pas mal, qui avaient plutôt des bons produits, etc. Et du coup, je voulais utiliser des termes pour qu'ils puissent comprendre que mon produit aussi, il est bien, etc. On s'en fout. Genre, même aujourd'hui, par exemple avec French Mush, vraiment, on a le meilleur produit d'Europe. Et je vais pas dire les raisons pourquoi, il faut aller sur notre site pour comprendre tout ça, ou se renseigner sur le sujet. Mais tu vas me voir faire des pubs en disant le Lion's Mane, ça ressemble à un cerveau, donc c'est bon pour le cerveau. C'est basique, tu vois, genre c'est de la communication basique. Et même moi, j'ai envie de me tuer, tu vois, quand je dis ça, mais ça marche. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont compris. Genre, alors que il y a 3 ans, je serais arrivé, j'aurais fait... ouais, donc nous, notre Lion's Mane, c'est incroyable. En fait, grâce à notre technique d'extraction, à l'intérieur, on a des érécinones en haute concentration. Et l'érécinone est vraiment la molécule qu'il te faut pour pouvoir traverser la barrière hématoencéphalique du cerveau et avoir un effet sur ta concentration. Et nous, on a la plus haute concentration. Voilà. Après, ça m'arrive de faire des contenus un peu plus beau-fou, comme on dit, où je parle de ça, tu vois, des récinones. Mais mes principaux contenus, ça va être quelque chose de très basique. Donc, avoir une communication basique, pas vouloir passer pour l'expert. Parce qu'en fait, pour passer pour l'expert, en fait, faut soit être le professeur, soit être la marque numéro 1. En fait. Et si tu veux vendre et être la marque numéro 1, il faut avoir une communication très simple et basique. Antoine Alibert, A-L-I-B-E-R-T sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation, faites un tour sur frenchmush.com, F-R-E-N-C-H-M-U-S-H.com, oui. Pour voir tout ce dont on a parlé depuis 1 heure. Et merci infiniment. Merci à toi. Tu disais que t'aimes pas trop parler parce que t'as peur que ça te moi, la main. Je suis superstitieux, ouais. C'est ça. Je suis très superstitieux en affaires. Bon. En tout cas, merci pour ta transparence et ton partage. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Inscrivez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, là où vous nous écoutez ou nous regardez pour ne rater aucun nouvel épisode. Et inscrivez-vous à la newsletter sur lepanier.io pour ne rater aucun nouvel épisode, les news, les événements qu'on organise et qu'on va organiser autour du panier. Merci Antoine. Merci à toi. Et merci à vous toutes et tous. À bientôt.